Bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous ce soir au Maïf Social Club. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le lieu, c'est un plaisir de vous accueillir. Pour les autres, on est toujours content de vous retrouver aussi. On a lancé la semaine dernière notre nouvelle programmation autour de la thématique de la mobilité. Cette programmation s'appelle Circuler et vous l'avez sur chacun des sièges sur lesquels vous êtes assis. Je vous invite au cours de la soirée à prendre un moment pour aller découvrir l'exposition qui s'appelle Escale en vue et qui est juste magnifique. Et puis aussi un moment à regarder les programmes, notamment pour voir les prochaines soirées 3 en 1 qui s'annoncent ici chez nous. J'ai oublié de me présenter, je suis Chloé, je m'occupe de la programmation de ce lieu-là. Toute l'équipe du Maïf Social Club est présente aussi et à votre service si vous avez la moindre question sur le lieu, un besoin d'inscription, quoi que ce soit. Cette soirée qui va commencer dans un instant s'appelle Chi va piano va sano, qui est une soirée qui, comme toutes les soirées 3 en 1 chez nous, commence par un temps de débat d'idées, un temps de conférence qui va commencer à l'instant, pour lequel nous sommes filmés et diffusés en direct sur Facebook, je vous en informe quand même, et qui s'enchaîne ensuite, juste après, à l'étage, par une sieste, un concert expérience de sieste électroacoustique. Beaucoup de mots, je vous invite à aller découvrir et à aller vous installer là-haut. C'est juste magnifique, c'est un petit bijou qu'on vous prépare à 20h, donc juste à l'issue de la conférence. Et ensuite, on se retrouvera tous au rez-de-chaussée pour boire un verre et échanger sur la soirée qu'on aura passée ensemble. Voilà, je laisse la parole à Philippe Gargov qui va animer le temps de conférence, vous présenter nos intervenants et intervenantes que je remercie pour leur présence. Bonne soirée. Et du coup, j'enchaîne. Merci à vous d'être présentes et présents. On a décidé de commencer ce cycle de table ronde avec la thématique de la marche et de la lenteur, le couple marche et lenteur, parce que ce n'est pas forcément le plus évident quand on parle de mobilité. Souvent, quand on parle de mobilité dans le débat public ou dans la presse, on va parler de voitures, de trafic, de pollution, de tous les maux de la circulation, ou alors de l'innovation avec l'hyperloop, les lignes à grande vitesse, etc. etc. Et c'est souvent placé sous cet angle de la vitesse, ce culte de la vitesse, ou en tout cas de l'hyperfluidité. Et nous, on a décidé de prendre ça à rebours, dans la programmation de cette table ronde, de commencer par la marche, justement pour essayer d'apporter un contrepoint à ce culte de la vitesse, de s'interroger sur comment le fait de pratiquer un territoire, une ville, un espace urbain, quel qu'il soit, à hauteur d'homme et surtout à rythme d'humain, va amener à découvrir cet espace autrement, va amener à consommer cet espace autrement. Alors on a 3 intervenants qui chacun, dans leur démarche respective, intègrent la marche, et je vais vous les présenter tout à l'heure. Je voulais juste faire un petit mot juste avant de passer la parole. Vous aurez peut-être noté que dans le programme, il y avait une 4e intervenante qui s'appelait Sylvie Floris, qui devait représenter Citaslo, le réseau des villes lentes, un réseau italien fondé en 99 et qui réunit plusieurs villes à travers le globe autour de la thématique de la lenteur. Malheureusement, elle est décédée en juillet dernier, donc elle n'est pas là. Mais si vous avez la moindre question sur le réseau de Citaslo, justement, vous venez me voir, par exemple, pendant le temps d'échange qui suivra la performance, et on pourra en discuter. Ça nous tenait quand même à cœur de mentionner son réseau et la structure qu'elle portait. Et n'hésitez pas en tout cas à venir poser vos questions. Alors je vais quand même parler des 3 intervenants qui sont là. On a Dominique Poggi. Vous êtes sociologue, vous avez fondé le collectif À Places Égales. C'est un collectif qui organise des marches exploratoires à destination des femmes. L'objectif, alors vous nous présenterez la démarche en détail tout à l'heure, c'est vraiment de donner à voir la ville telle qu'elle est perçue, telle qu'elle est vécue, à travers les yeux des femmes. Ça va concerner des femmes de toute génération, de tout quartier, de toutes origines. Et l'objectif, c'est d'aller retranscrire ce vécu, notamment auprès des élus, des programmistes, des aménageurs, pour qu'ils puissent essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe sur leur territoire. On en parlera tout à l'heure. Juste à côté, on a Vianney Delourme qui lui représente Enlargeur Paris. Alors Enlargeur Paris, je lui laisserai expliquer le nom tout à l'heure. C'est un webzine, voilà, c'est un magazine en ligne qui a vocation à élargir l'horizon des franciliens. Élargir l'horizon des franciliens, c'est-à-dire non pas simplement s'interroger sur le couple Paris-Banlieue, mais vraiment proposer une expérience du Grand Paris. Et là, ce qui est intéressant, c'est que
Cette expérience du Grand Paris, ils l'ont racontée à travers ce webzine qui existe depuis quelques années maintenant, mais aussi à travers des randonnées, des balades qu'ils organisent depuis 2 ans, quelque chose comme ça, et dont il vous parlera tout à l'heure. Et puis enfin, on a Jacques Lévy, qui est géographe. On a quand même quelque chose à fêter, puisque Jacques Lévy, il est professeur à l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il a aussi un poste à Reims, mais surtout, il vient de se voir décerner le prix Nobel de géographie il y a quelques jours. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on trinque quand même à sa santé. Donc c'est quand même tout frais. Alors ça s'appelle pas exactement le prix Nobel de géographie, mais c'est quand même un prix remis par ses pairs à un prix international. Il vient de le recevoir à Saint-Dié-des-Vosges, où a lieu le Festival international de géographie. Donc voilà. Et puis il y a une autre actualité qui va me permettre de rebondir là-dessus. Vous venez de publier un livre sur la justice sociale et la géographie de la justice sociale. On en parlera tout à l'heure, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans et qui va me permettre de faire le lien avec la marche. C'est cette idée que la géographie est politique, que la géographie réintègre le politique et qu'inversement, le politique s'intéresse de plus en plus à la géographie, à la question spatiale. Et quand on s'intéresse à la politique, au sens de la vie, de la cité, forcément, il y a une question qui émerge avec un certain fracas depuis quelques mois et quelques années, c'est les questions de genre. Et justement, ces questions de genre, Dominique Poggi, vous y êtes intéressé très tôt, dès le début des années 2000. À l'époque, ça ne s'appelait pas encore comme ça. On ne parlait pas de questions de genre. Et pourtant, vous avez pressenti à travers vos travaux de sociologie dans les mobilités qu'il se passait quelque chose. Ça vous a amené à monter ce collectif à places égales. Comment concrètement, chez vous, la marche exploratoire se traduit? Quel est l'objectif de ces marches exploratoires et comment ça se concrétise auprès du public que vous visez? Oui. Allô, vous m'entendez? Bonjour, bonsoir. Donc, il y a plusieurs objectifs aux marches exploratoires. Le premier objectif, c'est que les femmes puissent donner leur point de vue, apporter le regard sur l'aménagement urbain, les transports, etc. Le deuxième, c'est que les femmes puissent circuler en toute tranquillité. D'ailleurs, on a importé cette méthode et on l'a renommée les marches exploratoires pour la liberté et la tranquillité des femmes dans les espaces publics. Et la tranquillité, ça veut dire pouvoir circuler à toute heure du jour et de la nuit et à son rythme. Et il n'y a pas vraiment égalité dans ce domaine, toutes les études le montrent. Le deuxième objectif, c'est donc que les femmes puissent se réapproprier les espaces publics, le plaisir de flâner, de contempler sans crainte d'être mal perçues. Le troisième objectif, c'est de rapprocher les décideurs, les centres de décision, les élus, les services de la ville, les aménageurs, de les rapprocher des habitantes. Et le quatrième objectif, c'est une montée en citoyenneté, justement, de collectifs d'habitantes qui se constituent au cours des marches exploratoires. Alors, les marches exploratoires, c'est une méthode, ce n'est pas une balade urbaine. Il y a un amont et un aval. On commence par il y a 6 étapes. La première, on sensibilise les collectivités, une collectivité qui fait appel, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font appel pour qu'on organise ces marches exploratoires. Donc on les sensibilise au droit à la ville, le droit à la ville qui n'est pas partagé équitablement. On donne des résultats d'enquête, on en reparlera plus tard si nécessaire, mais je voudrais vous donner plutôt d'abord le déroulé. Donc il y a une sensibilisation au droit et à la ville et on travaille, on interroge le fameux cela va de soi. Ben non, ça ne va pas de soi qu'il y a égalité dans la manière d'occuper par exemple les équipements sportifs dits en accès libre, etc. On sensibilise les habitantes, c'est la première étape. Dans la deuxième étape, il y a un collectif, un groupe de femmes qui se décident, qui s'engagent pour la durée. Alors la durée, c'est entre 4 et 8 mois. Et qui vont, dans un premier temps, dessiner sur une carte leur trajet et puis mettre des codes couleurs. Une pastille verte quand c'est un endroit du quartier ou de la ville ou du campus universitaire, puisqu'on a fait aussi des marches dans le campus universitaire de Bordeaux, que je vous raconterai plus tard éventuellement. Je vois qu'il y en a qui connaissent, c'est terrible, c'est invivable pour les étudiantes. Et puis orange quand oui, j'y vais, mais pas tranquille, j'y vais pas à n'importe quelle heure. Et rouge, je contourne, je n'y vais pas ou j'y vais en étant très mal. À partir de là, les différentes cartes qui ont été dessinées sont mises ensemble et on choisit un trajet. Et la troisième étape, on va marcher. On va marcher 1 fois, 2 fois, 3 fois, dont nécessairement on marche de nuit au moins 1 fois. Parce qu'évidemment, l'ambiance, la fréquentation, la façon de vivre la ville n'est pas la même le jour et la nuit. Donc on fait des marches, mais on fait des marches avec un guide d'observation très précis. Il y a une consigne globale au départ. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui vous met à l'aise ou pas à l'aise ici?
Donc chaque femme a un rôle, et puis chacune donne son point de vue. Et ensuite, on a des questions très précises. Comment est la signalétique? Comment est l'éclairage? Quelle est la fréquentation? Comment est l'aménagement? Est-ce que si vous aviez besoin de demander de l'aide, est-ce que vous pourriez en trouver? Est-ce que c'est convivial? Est-ce que vous aimez? Et on s'intéresse à la fois aux endroits très agréables et aux endroits très pénibles pour repérer les bonnes pratiques et pouvoir après les proposer. Parce que les marches exploratoires, ce n'est pas seulement un diagnostic critique, c'est la construction d'une force collective de proposition. Et donc, chaque fois qu'il y a un diagnostic, en regard, il y a une proposition. Ben voilà, nous, on voudrait ceci, cela, etc. Et puis, une fois que les 3 marches ont été faites, tout le monde se rassemble. Et comme c'est une démarche hautement participative et qu'au cœur du réacteur, il y a vraiment les savoirs croisés entre les habitantes et les décisionnaires. Donc, on élabore collectivement un rapport avec tous les points qui ont été observés, observations, points positifs, points négatifs, propositions. Et ce rapport va être envoyé aux décideurs, aux élus, aux services de la ville, aux aménageurs, et aux partenaires locaux, parfois aux bailleurs. Et avant de ce document leur est envoyé avant la dernière étape. La dernière étape, c'est la restitution. C'est-à-dire qu'il y a la rencontre entre les élus, les services techniques et les habitantes, le collectif d'habitantes, qui est devenu un collectif d'expertes du quotidien. Faire reconnaître l'expertise d'usage. Et donc, à cette 6e étape, les habitantes emmènent les décideurs refaire la marche ou une partie de la marche, parce que c'est très intéressant d'être sur le terrain plutôt que de lire un rapport. Et puis ensuite, on se retrouve dans une grande salle et c'est la concertation autour des différentes propositions. Et les décideurs disent « oui, ça c'est possible, d'accord, qui va le faire? On note. Quand? Dans quel délai? 3 mois, 6 mois, 1 an? Le temps des habitantes et le temps des décisionnaires n'est pas le même. » Voilà. Et puis, il y a un relevé de décision qui est fait, ou bien non, c'est pas possible. D'accord, dites-nous pourquoi. Alors, nous, en tant que collectif, on fait la médiation, on fait circuler. Et après, il y a un relevé de décision qui est fait. Et ensuite, ça n'est pas fini, parce que tous les 3 mois, régulièrement, le collectif d'habitantes, avec les professionnels qui les ont encadrés, vont rencontrer les décideurs et leur demander où en sommes-nous. Nous avons vu que vous avez réparé telle chose, mais pour le reste, etc. Et donc, c'est un processus dans la durée, et c'est un processus qui ne s'arrête pas quand on a fait la réunion de concertation. Et je voudrais juste finir en disant que ce qu'on observe, c'est que bien souvent, quand on marche collectivement, les femmes tout à coup disent mais voilà quelque chose que j'avais jamais vu. Et puis c'est pas du tout la même impression quand on est à plusieurs. Et puis en fait, cette nuit, on n'a pas eu peur. Donc après, il y a la possibilité pour les femmes de retourner dans des endroits où elles n'allaient pas, d'y retourner, pas forcément en groupe de 10 ou 8, mais à 2, 3. Il y a une réappropriation et puis le droit de prendre son temps. Parce que quand on marche dans les marches exploratoires, on marche lentement, on regarde, on voit ce qu'on ressent, et puis on s'arrête à tel point et on analyse, on reste au moins 10 minutes sur un point, ce que très rarement les femmes ne tiennent pas les trottoirs. D'ailleurs, vous savez que c'est une expression qui n'est pas très plaisante. Les femmes ne traînent pas non plus dans la rue, elles tracent, elles marchent assez vite. C'est plutôt une approche peu ludique, mais une approche pratique. Tandis que là, il y a quelque chose qui se joue d'une fluidité dans la lenteur. Voilà. Après, on pourra reparler d'autres effets sur les marches. Alors, cette spécificité de la marche, la fluidité dans la lenteur, justement, c'est le dénominateur commun des 3 intervenants. Je vais passer la parole à Vianney Delorme, puisque lui, ces marches exploratoires, en un sens, il les a mis en place aussi avec Enlargeur Paris. Mais alors là, c'était plus pour découvrir aussi, créer de la surprise, reconnecter parfois des territoires au niveau des banlieues, puisqu'on sait que la ville contemporaine n'a pas forcément été pensée pour le piéton, et on s'en rend compte quand on prend le temps de marcher. Comment justement cette prise de temps à un rythme d'humain, très simple, de bipède, permet aussi d'interroger la manière dont le Grand Paris existe sous nos pieds? Alors, donc Enlargeur Paris, c'est un journal et il y a un jeu de mots effectivement un petit peu idiot, mais qui en fait porte du sens, puisque Paris a toujours un problème de taille. Dans le fait du Grand Paris, il y a un rapport un peu complexé par rapport au Grand Londres, par rapport à Berlin, puisque Paris est une petite ville de 2 millions d'habitants et qui a toujours eu des problèmes de complexe par rapport aux grandes capitales et métropoles européennes et mondiales. Mais donc Enlargeur Paris est un journal d'information culturelle qui est créé il y a quelques années par un groupe de journalistes professionnels
et qui se rend compte qu'il faut sortir de l'affrontement Paris-banlieue, intérieur, extérieur, et que jouer le jeu de l'opposition du périph' est finalement une rengaine un peu dépassée. Et qu'au moment de se poser la question du Grand Paris, c'est-à-dire d'une ville en recomposition, eh ben en fait, on est bien en mal de parler de territoires qu'on ne connaît pas et dans lesquels on n'a pas mis les pieds, si ce n'est qu'on allait à la Maison des Arts de Créteil, ça très bien, mais on ne connaît pas pour autant Créteil. Et donc, ce sont des journalistes qui en ont fait le constat, des journalistes de RFI, du journal du JDD, qui composent l'équipe de création d'Enlargure Paris. Et donc, il y a 2 ans exactement, très exactement, on a eu l'idée de faire une grande balade un peu fondatrice, une performance physique, 48 heures de marche non-stop, à travers le Grand Paris. On avait anticipé le rapport Castro. Enfin, je ne sais pas si vous voyez qui est Roland. Ok, un monsieur a réagi. Donc Roland Castro vient de rendre un rapport à la demande du président de la République sur qu'est-ce qu'il faut faire. Comment ? Oh, quel mauvais esprit. Et bon. D'accord. Et bon, bref. Et Roland Castro a évoqué la notion des imaginaires. Et en fait, il y a 2 ans, on s'est dit, on connaît le point de vue sur Paris, on le connaît notamment, il y a plein de clichés de cartes postales. Montmartre, par exemple, est un point de vue assez classique sur Paris, ses toits gris, ses petites rues, Haussmann, les faubourgs, etc. Et on va relier les 9 Montmartre du Grand Paris, c'est-à-dire toutes les buttes qui permettent d'avoir un point de vue qui décale le regard, qui décale la perception, et on va les relier à pied, parce qu'on pourrait prendre le RER, on pourrait faire des randos RER. Et en fait, ce qui est intéressant, on a plutôt dessiné un parcours piéton à travers une banlieue dans laquelle il est clair, et on en a fait l'expérience, on ne se déplace pas, enfin c'est pas fait pour se déplacer à pied. Les centres, on a vu les centres paysannes assurés par toutes sortes d'infrastructures de transport, et on est dans une capitale, on le sait, dont le système de circulation est en étoile. Donc, regardant vers Paris, les autoroutes, les canaux, les fleuves, etc., etc. Et donc, nous, on a fait ça. Non, mais ça s'appelle le périphérique, ça s'appelle la 86, ça s'appelle la 104, ça s'appelle les boulevards des Maréchaux, ça s'appelle les grands boulevards. Donc, il y a l'étoile et puis il y a des cercles. Cercle, très bien, j'oublie pas. Et nous, on a rajouté notre cercle à vos cercles, très bien. Et donc, pendant 48 heures, on a fait cette marche, on était 700. Donc c'était un beau groupe de gens. On n'en revenait pas d'ailleurs de ce succès qui ont visiblement entendu l'appel à venir marcher dans des endroits où l'on ne marche pas. Donc voilà, pendant 48 heures non-stop, en se relayant, on allait dormir quelques heures et puis on reprenait la marche. Et puis, ça nous a passionnés en fait, cette expérience. On s'est rendu compte que quand on avait mis les pieds, donc son corps, dans un endroit, on se l'appropriait un peu. Et qu'il y avait pas une familiarité, on ne pouvait pas dire qu'on connaissait, mais on y avait mis de son corps. On l'avait en plus découvert à hauteur d'homme, à vitesse de piéton, et que cette attitude était... d'abord, ça décale, et c'est addictif. Et donc, à partir de là, on a commencé à en faire absolument tout le temps. J'ai regardé mon smartphone. En septembre, j'ai marché 270 km en faisant les balades, ce qui est énorme, j'en reviens pas, en faisant les balades pour Enlargure Paris. Et deuxième point, le Grand Paris. Donc, je reviens à la question de la taille, l'attractivité, les clusters. Enfin, il y a tout un discours de capitale. Et le Grand Paris est fondé par un réseau de métro qui est censé apporter un service de déplacement à haute vitesse, haute qualité, haut confort, etc. Et on a pris le contre-pied et on a décidé de suivre tout le tracé du futur métro à pied. Alors on s'est inspiré de de François Maspero et de Anaïk Franz, donc une photographe assez familière avec la banlieue, et François Maspero, donc voilà, qu'on ne présente pas, et qui, il y a 30 ans exactement, 29 ans et 6 mois, ont sorti Les Passagers du Roissy Express, qui était une déambulation autour de la ligne B du RER, Maspero faisant le constat qu'il connaissait très bien tous les quartiers de Pékin, mais pas Stein, et pas où vous allez de temps en temps, et pas la Courneuve, etc. Et que donc, il a décidé de passer un mois à marcher avec cette Anaïk Franz, qui d'ailleurs est trop souvent
oubliée, notamment elle a été oubliée des rééditions, ces photos ont disparu. Et donc on a fait les passagers de la ligne 15 et les passagers de la ligne 16, et on a emmené des centaines de marcheurs, habitants de banlieue, parisiens, bobos, pas bobos, enfin jeunes de 12 à 70 ans. Donc là aussi, ça a été une belle découverte. Et on s'est rendu compte qu'on était dans l'affiliation d'un mouvement, et je m'arrêterai là, qui a émergé. Enfin, il y a une tradition du flâneur à Paris, on reviendra certainement dessus, et qui a émergé de façon collective et spontanée à l'époque d'Haussmann. Quand quand Napoléon III a lancé son plan d'élargissement de Paris, il y a eu des balades spontanées sur les nouvelles frontières, les nouveaux villages, et les gens allaient pique-niquer. C'était juste au début du vélo. Et on s'est retrouvé dans ce phénomène, ce qui nous plaît beaucoup, évidemment. C'est un peu plus pacifique aujourd'hui qu'à l'époque d'Haussmann. Et donc, on s'est rendu compte qu'on était dans cette logique de frontières, de découverte des frontières, et que, franchement, le meilleur moyen d'explorer des frontières, c'est d'y aller à pied. Donc voilà, donc on est un journal qui a voulu emmener ses lecteurs, et aujourd'hui, ça dépasse les lecteurs. On a marché avec plus de 4000 personnes en 2 ans. Et c'est pas pour faire de la statistique, mais c'est impressionnant en fait. Et il y a d'autres structures que la nôtre qui font la même chose, on en parlera tout à l'heure, qui font la même chose. Donc il y a vraiment quelque chose aujourd'hui autour du Grand Paris qui se découvre avec les pieds. Et c'est voilà, mon camarade cofondateur d'Enlarge Paris qui arrive en scooter et avec son casque de scooter. Et donc voilà, et samedi, et pour finir, samedi, on emmène 150 personnes au départ de la Villette pour rejoindre un chantier du Grand Paris Express au Bourget. On va suivre l'ancienne route nationale 2, donc la route de Flandre, qui est historiquement très importante. Elle est d'ailleurs dans le grand récit national. Il y a le Vase de Soissons, les bêtises de Cambrai. Enfin, c'est une frontière qui était très importante pour la monarchie française. Et on va suivre une partie de cette nationale, et en faisant des bonds à droite à gauche, on va aller voir dans des quartiers très populaires, Aubervilliers, au 4 Chemins, c'est quand même un quartier très là où vous devriez faire. Enfin, vous avez peut-être l'idée de faire des balades. C'est un quartier complexe, et on est en train de découvrir que c'est un mini marais. Voilà. Bon, mais voilà. De toute façon, vous aurez l'occasion pendant le 3e temps de discuter de tout ça avec non seulement Vianney, mais aussi Renaud, qui est du coup rentré dans le public et qui sera présent normalement tout à l'heure. Moi, je vais rebondir sur quelque chose qui a été dit. Alors déjà, le mot flâneur a été utilisé par nos 2 intervenants. Je pense qu'il sera sûrement réutilisé beaucoup. On pourra en reparler. Il y a quand même une idée que vous avez beaucoup exprimée, que c'est à hauteur d'homme, que c'est en marchant qu'on explore les frontières, qu'on se rend compte du territoire. Et quand j'étais géographe, puisque c'était mon passé disciplinaire, il y avait une expression qu'on utilisait, c'était le géographe au pied crotté. Je crois que c'était Sylvain Lallemand qui l'avait formulé. C'est l'idée que le géographe au pied crotté, c'est celui qui va parcourir le terrain, qui va prendre le vécu du terrain, l'esprit des lieux avec ses souliers un peu salis. Et quand on en parlait, Jacques Lévy, vous me disiez que vous aviez plutôt cette image, en tout cas pour vous-même, du géographe au pied poussiéreux, puisque vous avez marché à travers des métropoles, à travers le globe, justement. Alors peut-être c'est pas Pékin que vous connaissez mieux, ça va être Manille, São Paulo, d'autres, mais vous avez essayé de comprendre ces villes-là, ces métropoles en ébullition, en prenant le temps de marcher, ce qui accessoirement n'est pas quelque chose qui se fait beaucoup dans ces grandes métropoles. Oui, merci. J'ai l'impression que la partie intéressante du débat est terminée. En tout cas, j'étais content d'être invité. Comme ça, j'ai fait la connaissance de vos démarches dans les 2 sens du terme, qui sont vraiment chouettes. Venez. Mais donc, à partir de maintenant, ça va être beaucoup moins amusant. Bon, disons, la transition, vous l'avez faite. C'est vrai que moi, j'utilise aussi la marche comme un moyen de collecte de l'information. Je m'étais donné comme programme d'avoir une certaine connaissance sur la plupart des grandes villes, des très grandes villes du monde, et notamment des 35 villes, plus ou moins, de plus de 10 millions d'habitants qui existent dans le monde. Enfin, le chiffre progresse, évidemment, régulièrement. Là, je compte les agglomérations morphologiques, c'est-à-dire la continuité du bâti. Si on prend les aires urbaines, ça fait encore plus. Et en fait, sur le tas, j'ai été amené à mettre au point un protocole
consistant à traverser ces villes de part en part à pied, si possible en multipliant les axes, et en complétant, disons, l'arbitraire, parce que j'essaye d'en savoir le moins possible sur les villes avant d'y aller, et surtout j'essaye d'éviter le contact avec mes collègues, notamment les expatriés qui ont une vie, forcément, enfin, ils vont pas dans les endroits pénibles, ils ont une vie aussi, hein, et donc, par exemple, les gens qui vivent au Brésil, c'est très difficile de les convaincre d'aller dans des favelas parce que ça les amuse pas trop. D'ailleurs, nous, on va pas toujours aux Courtilières ou aux Francs-Moisins. Ouais, voilà, à part des malades qui sont dans le urban porn. Ouais. Voilà. Et non, c'est lui qui a dit enlarge your Paris, hein, c'est pas moi. Donc, et donc, j'ai découvert en fait que c'était assez efficace parce que de cette façon, on maximise les capteurs sensoriels dont on dispose avec son corps. Donc pas seulement la vue, mais aussi la motricité. Hein. Donc les travaux de psychologie cognitive montrent que justement la motricité est aussi un élément du système sensoriel, ou l'inverse, on peut dire aussi que la sensorialité est un élément de la motricité. Et je trouve que, enfin, moi je le vérifie, donc j'ajoute à l'aspect arbitraire des axes, de façon à ne pas être prisonnier des hauts lieux de la ville, donc à ne pas être satellisé par un parcours de type touristique, le fait de me laisser déprogrammer, c'est-à-dire quand je vois quelque chose que je trouve bizarre ou intéressant dans une rue adjacente, par exemple, j'y vais, donc ça fait quand même des longues balades, disons des journées de 30 km, hein, en gros, puisque justement, je vais dans des villes qui sont grandes, donc c'est la contrepartie. Parfois, je reviens à pied, parfois, je reviens quand même en transport public ou en taxi. Mais j'ai eu l'impression, grâce à la marche à pied, d'avoir une pratique comparative, en fait. Hein. Donc, le fait de pouvoir comparer mes propres expérimentations. Et donc, c'est intéressant, on ne s'est pas concerté, mais finalement, on arrive aussi, avec des objectifs différents, mais très convergents, à des choses finalement similaires. Donc, ça, une autre chose encore qui me relie à ce qui vient d'être dit, c'est le fait que j'ai utilisé, il y a 2 ans, pendant 500 jours, une petite appli qui s'appelle Moves, qui était gratuite sur les téléphones et qui, je crois, a disparu. Et donc, j'ai mesuré à la fois mes mobilités, différents types de mobilités, et aussi les lieux que je fréquentais. Donc, on pouvait, parce que l'appli proposait finalement des lieux, proposait même les noms de lieux, parce qu'ils ont toute une base de données avec tous les cafés du monde, plus ou moins. Donc, ils proposaient des lieux, on pouvait dire si c'était bien ça ou pas. Et donc, en fait, j'ai appris des choses sur moi-même, qui sont des choses très simples, en fait. Combien il y a de lieux dans mes 500 jours. Donc, j'ai découvert qu'il y en avait eu 1000, à peu près 1000 lieux différents pendant ces 500 jours. Mais bon, j'avais une vie aussi dont le travail comportait la découverte de nouveaux lieux. Hein. Donc, c'est pas du tout représentatif. J'étais content parce que j'avais un tout petit peu plus marché que circuler en voiture, même dans des pays où il n'y a pas beaucoup de transport public et où c'est très fatigant de marcher. Donc voilà, j'ai pu mesurer quelles étaient finalement les données les plus basiques d'une pratique spatiale, mais que nous avons tous. Et je trouve que ça serait intéressant, alors on va trouver d'autres logiciels, mais ce serait intéressant d'avoir aussi une base quantitative un peu consistante, parce qu'évidemment, moi, je suis qu'un individu. Alors, j'ai une collègue, par exemple, qui a analysé avec le même logiciel les pratiques des lycéens
dans le département de l'Ain. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des pratiques extrêmement différenciées, c'est-à-dire qu'il y a des lycéens qui bougent très très peu, d'autres qui bougent beaucoup. Donc c'est des choses très simples, mais qui donnent un peu des pierres angulaires sur les pratiques spatiales. Et là-dedans, évidemment, la marche à pied est intéressante. Alors, là où ça devient beaucoup moins amusant, c'est que je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que la marche soit un transport lent. Je pense que plus la ville est urbaine, plus l'urbanité est forte, plus la marche est rapide. Et d'ailleurs, ça se traduit par le fait que plus on est dans une grande ville, plus les marcheurs vont vite. Donc il y a eu une petite étude il y a quelque temps, un peu journalistique, sur les capitales. Et donc je crois que c'était Singapour et Tokyo qui arrivaient en tête avec 7 km/h à peu près, et c'était Berne. Bon, évidemment, c'est un peu de la triche parce que il se trouve que la capitale de la Suisse, c'est une petite ville, c'est pas la plus grande ville de la Suisse, où c'était 3 km/h. Ils avaient regardé la vitesse juste de traverser des rues. Donc, effectivement, à Paris, on a intérêt à traverser vite, sinon on se fait écraser par des vélos. Et même sur les trottoirs maintenant, les trottinettes. Voilà. Et donc, si vous, enfin, c'est là que c'est intéressant quand même, à mon avis, même si c'est pas amusant, c'est l'idée qu'il faut déconstruire la notion de vitesse. C'est-à-dire que la vitesse nominale, le nombre de kilomètres/heure, ne nous dit pas grand-chose sur ce qu'est en réalité la vitesse, c'est-à-dire l'accessibilité dans une unité de temps conventionnelle à des réalités. Et donc, plus la ville est dense et diverse, plus vous allez accéder à une quantité de choses, de gens, d'idées, etc., avec des modes de déplacement qui sont en vitesse nominale très lents. Et donc, le marcheur, c'est quelqu'un qui est rapide. Et en plus, il y a une sous-estimation. Ce matin, j'étais à Milan et on devait aller d'un hôtel à un lieu de conférence. Et j'ai décidé d'y aller à pied. Et les organisateurs ont dit, mais c'est loin. Et en fait, je suis arrivé avant le taxi, parce que dans les rues de Milan, on va vite à pied. Il y a eu des études sur Londres qui montrent qu'il y a une grande partie des trajets qui sont faits en métro qui seraient en fait plus rapides. Enfin, chaque fois qu'il y a en gros moins de 3 stations, qui seraient plus rapides à pied, parce que bien sûr, il faut descendre, attendre le métro, etc. Voilà, donc ça c'est une première idée. Et vous vouliez intervenir ? J'en avais encore une autre, et après je m'arrête. C'est l'idée que vous avez bien exprimée, je trouve. C'est le fait que à travers la mobilité, on voit à quel point l'espace est fait de spatialité, c'est-à-dire d'action, d'agir. Moi, dans ma formation, on me parlait que d'espace avec des frontières, c'est-à-dire des environnements spatiaux qui étaient très durs et qui conditionnaient l'action des gens qui étaient dedans. C'est-à-dire l'espace, c'était une boîte, et puis il y avait des molécules qui bougeaient dans la boîte, mais qui ne changeaient pas la boîte. Justement, ce que vous dites, vous, c'est que les molécules peuvent changer la boîte, justement parce que ce n'est pas des molécules, et que à la fin, même si leur but était d'explorer la boîte, c'est-à-dire de considérer qu'il y avait quelque chose qui existait avant eux et avant elles, et bien sûr qu'il y a quelque chose qui existe, mais n'empêche que le fait de le connaître, de le pratiquer, de le critiquer, de communiquer cette expérience, ça va aussi changer la boîte. Et donc la ville, c'est d'abord une réalité qui est faite de l'action des citadins. Il m'a fallu, vous allez dire que c'est pas très glorieux, mais il m'a fallu des dizaines d'années pour comprendre qu'un espace public, c'est pas une affaire de urban design, c'est-à-dire c'est pas une affaire de fabriquer des objets matériels vides. C'est en fait la pratique des habitants. L'urban design n'est ni nécessaire ni suffisant pour fabriquer un espace public qui marche. Si on fabrique une belle place, une belle rue et que personne ne vient, ce n'est pas un espace public, c'est autre chose. C'est une tentative ratée
d'espace public. Justement, Madame Poggi, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Puisque vous délivrez cet espace vécu notamment à des élus, des aménageurs, donc des gens qui sont du côté de la fabrique de ces espaces publics. Comment ils le reçoivent? Est-ce qu'ils tombent des nues quand ils découvrent ce qu'il y a sous leur territoire? Et qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça a comme conséquence ensuite sur... Je ne peux pas répondre globalement parce que ça dépend vraiment du jeu d'acteur local. Mais dans l'ensemble, dans la mesure où on a réalisé cette action de sensibilisation au démarrage, ils ne découvrent pas à la fin du processus quelque chose dont ils n'avaient aucune idée. Et en ce qui concerne l'aménagement, je voulais dire aussi que nous, au fil du temps, on fait évoluer la méthode et que maintenant, on travaille avec le concept des 2 A. C'est le A de aménager l'espace, mais c'est aussi le A de animer. Parce qu'il ne suffit pas de faire quelque chose de joli avec un peu de lumière et un banc bien placé, ou un espace sportif pour les jeunes filles, si on ne met pas de l'animation, c'est-à-dire si les gens, et en l'occurrence les habitantes puis les habitants, puisqu'au départ ce sont les femmes et après toute la cité ou tout le quartier est concerné, si on ne va pas l'occuper, l'approprier. Vous savez, il y a toujours des débats moi je travaille beaucoup dans les quartiers en politique de la ville, donc les quartiers populaires. On va mettre un banc là. Ah non, on va pas mettre un banc là parce qu'il va être squatté. Ah bon, alors, qu'est-ce qu'on veut? Une ville inhospitalière? Ou bien on met des bancs et on y va? Ou bien on va dans ce square et on y va? Donc c'est l'idée des 2A. Et ça, c'est quelque chose que les techniciens intègrent petit à petit, mais les choses auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé. Et par rapport à ça, il y a une ville qui récemment nous a demandé à notre collectif de former avant tout, de commencer par former tous les services de la ville, y compris le directeur général. Et la formation, c'est un peu de théorie, voilà le droit à la vie. Et ensuite, on est parti faire une marche. Et c'était super intéressant de voir comment les services de la ville disaient « Ah non, mais c'est vraiment pas la même chose, hein, parce que nous, on y va en voiture, ou alors si on veut voir un point, on prend la voiture, on s'arrête, on repart, tandis que là, on a marché. » Et il fallait les voir découvrir le terrain sur lequel ils travaillent dans les bureaux. Voilà. Donc c'est vraiment important parce qu'eux-mêmes ont pris conscience que marcher, ça leur ouvre les yeux. C'est-à-dire quand je prends le temps, je découvre l'espace. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, que les habitantes dans les marches apportent, c'est l'importance des espaces-temps de transition. Il y a des travaux. Eh bien, pendant ces travaux, il n'y a pas d'éclairage, le trottoir est impraticable, on se sent mal avec des palissades. Et les habitants disent, mais il faut faire quelque chose. Il faut mettre de la signalétique, il faut mettre de la lumière. La rue de Turenne, je suis venue à pied, mais c'est impraticable. Impraticable. Il y avait une dame avec une poussette, elle ne pouvait pas passer, je l'ai aidée. Alors, comme je disais, ça fait du lien social, mais enfin, il vaudrait mieux que ce soit pensé. C'est-à-dire, c'est tout ça, que le savoir, l'expertise d'usage, c'est ça. Quelquefois, il y a des techniciens qui refusent de... Voilà, alors il faut prêcher, avoir de la persévérance, passer par les élus. Si les élus, s'il n'y a pas un portage politique, c'est pas la peine d'engager des marches exploratoires sur ce mode-là. Hein. Voilà. Mais on s'en rend compte là, à travers toutes vos démarches, vous êtes un peu des fous, c'est ce que vous disiez tout à l'heure avec Enlarge, vous êtes un peu des fous parce que au final, cette ville, elle n'a pas été pensée comme ça. Les techniciens, ils ont hérité aussi d'une formation en urbanisme qui est héritée par exemple, de la ville fonctionnelle, si on remonte jusque-là. Gestion des flux. Une gestion des flux. Et pourtant, on le voit aujourd'hui, on est en train de se rendre compte. Je vais juste préciser sur l'exemple qui était cité par Jacques Lévy à propos de Londres. C'est l'opérateur de transport londonien, TfL, qui est l'équivalent de la RATP, en gros, qui a mis en place toute une signalétique qui s'appelait Legible London, qui passait par des plans. Ils ont réinventé, redesigné les plans pour inciter les gens à marcher plutôt qu'à prendre le transport quand ils avaient 1, 2, 3 stations. Alors effectivement, le but, c'est pas de forcer les gens à marcher pour ne pas prendre le transport, mais il suffit que certaines personnes se disent « oui, peut-être, je peux faire ce trajet et j'irai plus vite en fait à pied plutôt que me taper les escaliers, remonter, redescendre, devoir attendre 5 minutes. J'irai plus vite à pied et en plus, je pourrais peut-être m'acheter un croissant sur la route que de prendre le métro. » Et c'est l'opérateur de transport qui a fait ça, ce qui pose une question. Est-ce que du coup, l'avenir des transports parisiens, est-ce que ça serait la marche? Est-ce que chez Enlarge, vous avez envie que les lignes de transport en métro soient un jour des lignes marchables pour sortir de la structure radiale du Grand Paris? Est-ce que ça serait le rêve? Alors, en tout cas, les gens qui sont en charge de construire le métro du Grand Paris, Société du Grand Paris, se posent
une question, en plus de leur travail de taupe, faire des tunnels et de les délivrer au bon moment, et de faire en sorte qu'il y ait des métros qui roulent vite dedans. Il se pose la question de l'espace public au-dessus des métros. Donc, et il y a une réflexion, j'ai assisté à la présentation de l'équipe qui a travaillé sur la notion d'espace public dans les quartiers de gare il y a 10 jours au pavillon à la Maison de l'Architecture. Donc, ils essayent de raccorder la vitesse, le déplacement avec, avec la ville, l'urbanité. Donc, il y a tous ces mots un peu geeks de multimodalité, donc comment on raccorde la marche, le vélo, etc. Bon, mais c'est des trucs de devin, on ne sait pas du tout. Pendant 20 ans, les experts du ministère de l'Équipement en France avaient viré de leurs statistiques le vélo et la marche. Donc, on peut ouais, mais pendant 100 ans. Enfin, pendant un bon moment, quoi. Pas du tout. Non. On mesurait des passagers kilomètres comme des tonnes kilomètres, et donc en fait, on considérait que quelqu'un qui marchait ne bougeait pas jusqu'au moment où on a pris en compte, on a découvert que la majorité des déplacements dans Paris intramuros c'était la marche. Oui, c'est ça. Mais bon, donc il y a cette volonté des gens qui font le métro de faire de l'espace public. Mais je voulais réagir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur la vitesse. J'ai écouté ça avec beaucoup d'intérêt. Effectivement, on se déplace vite quand on est piéton, mais nous, on fait l'expérience de l'accessibilité, en fait. C'est-à-dire qu'on détruit les représentations en se déplaçant et en se rendant compte que des quartiers sont à 1 kilomètre, ou sont à 20 minutes, ou sont à 1 heure, et pas à des années-lumière. Alors, ils sont à des années-lumière pour des raisons de représentation, pour des raisons de statut social, pour des raisons d'argent, etc. Mais tout ça, on essaye pas de les construire, mais d'en faire l'expérience. Et en ce moment, on est en train de lancer une expérience qui est là dans la dépossession. On va essayer de découvrir, de pratiquer ce qu'un berger nous a appelé le regard mouton. On fait des transhumances en ville. Avec des moutons à travers Paris. On en a fait une le 16 septembre. Villetaneuse, parce qu'à Villetaneuse, il y a un grand parc qui a été construit sur les anciens maraîchages de la plaine des Vertus, qui était la plus grosse plaine maraîchère de France, la plus productive, et qui a été l'endroit où on a planté tous les grands ensembles dans les années 60-70, donc au nord de Paris, Stein, etc., Aubervilliers. Et donc, on a construit avec les débris, les excavations des Halles, un parc public qui s'appelle le parc Georges Valbon. Et dans ce parc Georges Valbon qui fait... Oui. Non, c'est pas Villetaneuse. Je connais Villetaneuse, mais... Valbon est à Villetaneuse, à la Courneuve. Bon. La Courneuve. Entre les deux, il y a 10 bornes. Très bien. Bon, alors... Mais oui, à pied, il fait 250 hectares ou un truc comme ça. C'est gigantesque. Et donc, dans ce parc, qui n'est pas à Villetaneuse, il y a une bergerie... Il y a une bergerie avec une centaine de brebis et ces bergers ne font pas juste de l'éco-pâturage, c'est-à-dire pas juste de l'entretien de pelouse. Ils ont décidé de réintroduire dans la ville le pastoralisme. Alors on pourrait en discuter tout à l'heure autour d'un verre, de l'intérêt de mettre des moutons en ville et de cette logique de remettre du paysan et de la pratique paysanne en ville. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'on les suit depuis longtemps et c'est qu'on adore marcher en ville avec eux. Et on se rend compte, et le regard mouton, c'est de suivre les moutons qui choisissent leur trajectoire en fonction de ce qu'ils ont à becqueter dans la ville, sur le bitume, en fonction de leurs besoins prophylactiques ou de leur appétit, ils vont attraper un morceau de ligneux ou je sais pas. Et donc, on les suit, donc on est dans une dérive complète. Et donc, c'est une expérience assez amusante. Et au-delà de ça, non mais vraiment, hein, et au-delà de ça, le mouton, puisqu'il y a une dimension sociale en fait, de relation dans la marche, le mouton rend tout le monde extrêmement sympathique. C'est extraordinaire. Vous prenez en une journée, c'est une luminothérapie, vous recevez 100 000 sourires. Et on a fait l'expérience, même à Paris, ce qui est quand même énorme, les portes s'ouvrent, les fenêtres s'ouvrent, les voitures s'arrêtent. Et donc, vous êtes un piéton heureux avec des moutons. Et donc, l'été prochain, donc voilà, on vous invite, du 1er au 14 juillet, on va faire 120 km avec 40 brebis à travers le Grand Paris. L'idée étant de relier les lieux de... Il y a un truc très sérieux dans le fond, hein, de relier les lieux innovants, inspirants en termes d'agriculture urbaine, et dans le fond de montrer que la ville béton est beaucoup plus, est beaucoup plus verte qu'on ne le pense, puisqu'elle peut nourrir des brebis pendant 2 semaines. Et donc, on va se déposséder. Ouais.
Moi, ce que j'allais vous proposer, c'est que là, on va avoir aussi un temps d'échange avec vous. Si vous avez des questions à poser, ça sera l'occasion peut-être, selon les questions, de rebondir. Je ne sais pas ce que vous avez à ajouter. Alors, moi, j'utilise un terme pour parler de ce regard mouton. J'appelle ça le brutalisme, par analogie avec le brutalisme, qui était un courant architectural très bétonnier des années 70. Donc voilà, on est tous avares, on est tous friands de bons jeux de mots, mais c'est un vrai sujet, puisque l'agriculture urbaine et ce rapport à la faune urbaine qu'on peut avoir, c'est aussi des questions qui vont faire appel au bien-être, au rapport à la nature et à tout un ensemble de choses, à travers le pastoralisme ou à travers beaucoup d'autres initiatives. Est-ce que dans le public, vous avez des questions? C'est toujours difficile d'être la première personne, mais visiblement... Alors, la seule chose que je vais vous demander, c'est peut-être de vous lever et d'attendre que je vous donne un micro. Comme ça, vous pourrez poser votre question. Et que ça soit une question, hein, pas... C'est une question, absolument. Non, mais j'aime bien les moutons. J'aime bien le parc Georges Valbon, qui est sous un couloir aérien fantastique. Bon, donc on s'y promène le moins possible. Mais à part ça, moi j'aime bien les chevaux. Et il y a également des chevaux au parc de la Courneuve, rassurez-vous. Mais je reviens même promener à cheval dans Paris. Seulement, ces pauvres chevaux, en ville, ils ont un sac devant et un sac derrière. Et donc je plains les chevaux de Paris. Donc moi j'ai été cavalier. Hein. Là, il faut que je me calme un petit peu. Et maintenant, je me contente de chevaucher un 2 roues à moteur. Est-ce qu'il y avait une question? Alors la question, c'est que franchement, à part promener une brosse à dents, parce qu'une brosse à dents c'est propre, je vois pas la place de l'animal même dans Paris. Vous le voyez pas parce que vous pensez qu'il n'a pas de place ou vous comprenez pas comment il pourrait la trouver? Il n'a pas de place. Écoutez, je vous invite le 10 février à l'école vétérinaire. On fait une grande conférence sur la place de l'animal d'élevage en ville avec tout un tas de spécialistes. Et la question étant de savoir, administrativement, il n'a pas sa place aujourd'hui, mais l'administration peut faire changer ses règles. Je voudrais rebondir sur cette question du rapport à la nature. C'est-à-dire que, en général, quand on fait des marches, la plupart des habitantes font des propositions pour remettre de la nature. Elles trouvent que c'est trop minéral, que c'est trop gris, que ça manque de couleur, que ça manque de végétal. Souvent, elles disent, mais cet endroit qui est là à l'abandon, qui ne sert à rien, si on faisait un jardin partagé. Donc, on aménage et on anime et on fait du lien. Et il y a toujours cette recherche de se rapprocher de la nature. Parfois, on a une petite négociation à faire avec la question des arbres. Il faudrait élaguer cet arbre parce que ça gêne la visibilité. Bah oui, mais on a besoin d'arbres. Alors, souvent pour des questions d'ailleurs de squat ou de drogue, oui, parfois on l'entend. Oui, mais on doit sans arrêt, quand même, de plus en plus au fil des années, puisque nous on a commencé en 2009, mais de plus en plus on doit trouver un consensus entre le développement durable et la tranquillité. Parce que c'est vrai que quand c'est bien éclairé, on est plus tranquille. Oui, mais ça coûte cher d'éclairer. Alors, est-ce qu'on peut inventer des systèmes d'éclairage qui donnent un sentiment de sécurité sans consommer de manière extravagante de l'énergie? Donc, de toute façon, les recherches-actions participatives demandent toujours de pouvoir négocier, peser le pour et le contre et trouver des solutions. Il y a aussi pas mal de demandes de femmes dans les quartiers populaires qui souhaitent apprendre à faire du vélo. Et donc, il y a des associations qui offrent cette possibilité pour qu'il y ait plus de mobilité. Parce qu'évidemment, la plupart des femmes dans les quartiers populaires n'ont pas de voiture. Et elles souffrent énormément du tout bagnole qu'il y a dans beaucoup de quartiers. Alors, avant de céder la parole, je vais en profiter pour dire que les deux prochaines tables rondes qui seront organisées, il y en a une qui portera sur le vélo et une autre sur la mobilité inclusive, où on reparlera de la question des femmes, mais aussi de questions socio-économiques, de comment l'accès à la mobilité peut être développé. Je vous voyais réagir, Jacques Lévy, mais une réponse sur la courte. question des animaux, donc l'idée que c'est Aïd el-Kébir tous les jours, c'est génial. Et par ailleurs, effectivement, à Lausanne, à l'université de Lausanne, on utilise les moutons pour tondre les pelouses et ça marche très bien. Mais je voulais dire aussi que la nature comprend aussi le minéral, ou alors faut que vous me donniez une autre définition de la nature. Pour moi, la nature, c'est l'ensemble, disons, de ce avec quoi les humains sont en rapport
et qui relève de logique biologique et physique. Donc pour moi, le minéral fait tout à fait partie. Quand on est sur des rochers ou des glaciers, il me semble qu'on est dans la nature, et que la vraie différence, effectivement, entre la ville et la campagne, c'est que la nature n'est pas privatisée. C'est le fait qu'on peut faire des barbecues, mais dans des espaces publics. Ça se fait peu encore en France, c'est dommage, mais pratiquement dans toute l'Europe, je dirais en contournant la France, le barbecue est un bien public qui donc se passe soit dans la rue, au Portugal, ça se fait beaucoup avec les sardines. Pardon ? Les animaux vivants, please. Les animaux vivants, please. C'est-à-dire ? Per favore, gli animali vivi. Ah, et s'il vous plaît, les animaux mais vivants. s'il vous plaît, moi, je constate, ce n'est pas un jugement. Je crois qu'il vaut mieux connaître le réel si on veut le changer. Et donc, je décris ce réel qui est qu'en Suisse, en Allemagne, en Suède, dans les parcs publics, donc on peut faire aussi du soja grillé, si vous voulez. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la différence entre la ville et la campagne, c'est que dans la ville, la biodiversité est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas les pesticides agricoles, et que donc, je crois qu'on commence à comprendre que le gros problème, à la fois climatique et en termes de biodiversité, c'est l'agriculture. C'est là que c'est du dur, parce que c'est relativement facile, par exemple, d'isoler les immeubles. C'est assez facile dans les villes denses d'utiliser des transports publics plutôt que des voitures individuelles, donc de ne pas émettre des gaz à effet de serre. C'est beaucoup plus difficile dans l'agriculture, avec l'élevage, donc là je pense que ça va vous plaire, mais aussi avec les modes de vie de tous ceux qui habitent à la campagne, notamment le périurbain. Donc c'est quand par exemple le GIEC dit essayez d'éviter de prendre l'avion, mais l'avion, c'est 3% des émissions mondiales. Les déplacements quotidiens de véhicules, c'est 20-25% selon les pays, 30% aux États-Unis. Donc, je pense que là, il y a une dimension. Donc, je ne sais pas si on est encore dans le sujet, mais je dirais qu'il y a une bienveillance, je dirais, automatique, enfin spontanée, même sans qu'il y ait des politiques publiques directes, de la ville dense et diverse vis-à-vis de paramètres qui nous semblent aujourd'hui importants dans le rapport aux environnements naturels. Et donc, je ne vois pas pourquoi le minéral, la ville devrait s'excuser d'avoir une minéralité. C'est une minéralité humaniste. On ne parle pas de la même chose. Et non, mais le béton... la construction, je veux dire, l'humanité n'a pas à s'excuser d'avoir construit des abris qui le protègent du froid ou de la chaleur. Donc, et ça, c'est une tradition, je dirais, ruraliste. Si vous regardez l'urbanisme en Italie ou en Espagne, vous n'avez pas des petits bacs à fleurs pour décorer les places. Parce qu'une place minérale, héritière de toute une histoire de la ville depuis l'Antiquité, elle est valorisée. Alors que en France, on pense que une ville minérale, une place minérale, c'est moins bien qu'une place avec des bacs à fleurs. Tout ça, c'est des questions d'esthétique, hein, bien sûr, qui sont ouvertes, mais je trouve qu'au moins, ça se discute. Alors... j'ai voyagé en vélo depuis 88 jusqu'à 2009, tous les jours, minimum 45 minutes, du cœur de Paris jusqu'à Montrouge, aller, plus retour, donc minimum 1h30, ok. J'ai arrêté les vélos parce qu'il a été totalement détruit dans la rue. Je suis devenue une très grande marcheuse dans la forêt de Fontainebleau. Et depuis, c'est insoutenable de marcher dans le cœur de Paris, tellement il y a des voitures, des bruits, des poussières, des travaux, l'été, que je pars pas en vacances. Nous sommes, les habitants de la ville en été, nous sommes punis
tellement il y a des bruits, des poussières, des travaux, des tranchées, et c'est insoutenable. Donc, pour moi, les problèmes, ce n'est pas la ville minérale, c'est c'est-à-dire s'il n'y avait aucune voiture, aucun bruit, et qu'on pouvait se promener, flâner dans la ville minérale tout de suite. Moi, quand je suis dans la rue, je ne peux plus respirer, je me mets les foulards. Non, mais ce n'est pas possible. Alors, comment nous allons changer ça? C'est la question. Est-ce que vous voulez répondre? Peut-être une deuxième question, puisqu'on arrive à la fin de l'heure. Non, là, je voulais juste rebondir quand vous avez parlé de l'éclairage. Parce qu'on parle de l'éclairage, mais il y a la pollution lumineuse. Alors, la pollution lumineuse, il y a deux côtés, pour moi. Il y en a un qui est la fabrication de chaleur, parce que l'éclairage, ça chauffe. Et quand vous êtes en avion et que vous survolez la côte est des États-Unis, vous voyez que presque de New York à Miami, c'est une chaîne lumineuse, ça dégage de la chaleur, d'une part. Et d'autre part, la pollution. Moi, j'ai un chalet dans un petit village de la chaîne du Mont-Blanc. La municipalité a mis un éclairage, mais quand on est de l'autre côté de la vallée, c'est-à-dire sur la chaîne du Mont-Blanc, moi je suis en face, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce n'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que quand on est en face, on ne peut même plus voir les étoiles parce que dans le village, on a mis un luminaire tous les 25 mètres. Moi, quand j'étais enfant, il y en avait 3. Et maintenant, il y en a 50. Oui, on est bien d'accord qu'on doit de plus en plus prendre en compte tous ces paramètres-là. Et en même temps, dans une ville totalement noire, et les femmes ne se sentent pas bien. Donc il faut trouver Pas seulement les femmes. des systèmes. Non, mais totalement noir. on est d'accord. On va Mais laisser donc votre- il y a des systèmes, par exemple, sur les quais de la Loire, là, à Paris. La nuit, dès qu'il fait nuit, il y a une toute petite lumière, très douce, très agréable. Et quand on arrive, hop, ça s'augmente très lentement. Et on se sent très bien. Là où ça fait un problème, c'est quand c'est complètement noir et que ça s'allume juste quand vous arrivez. Ça, c'est inconfortable. Après, je suis complètement d'accord que la pollution lumineuse est un désastre pour la biodiversité. Et on essaie de prendre en compte toutes ces questions quand on travaille sur qu'est-ce que c'est une ville à soi, avoir une ville à soi où on se sente bien de jour comme de nuit. Qu'est-ce que c'est, comment on fait, quel choix on fait, pourquoi, etc. C'est un processus d'évolution permanente. On a le temps pour une toute dernière question. Que ça soit juste une question, c'est la seule contrainte. Merci. Une question rapide et après des réponses rapides. Ne vous inquiétez pas. Se déplacer à pied et flâner, soit, mais pour qui? Car à une époque où le prix du mètre carré fait partir soit en banlieue, soit dans d'autres villes de province beaucoup de personnes, couples, jeunes, retraités, fait partir aussi des entreprises loin du cœur des villes, à une époque où donc le télétravail se met de plus en plus en place, la flânerie s'adresse à qui? Les villes n'ont plus de primo-accédants. La caissière qui est à 1h30, à 2h de son logement, a-t-elle le temps de flâner? La flânerie ne va-t-elle pas être le luxe ultime des derniers urbains locaux ou touristes qui auront le temps, la culture et aussi l'argent pour cela? Oui, C'est une très belle question. on peut tous Je vous propose que chacun Non, mais vous oui, répondiez oui, et alors, puis on conclura là-dessus. C'est une bonne question. En tout cas, on peut considérer que un des aspects du droit à la ville dont vous parliez justement, c'est justement de pouvoir moduler les différentes vitesses de la marche. Parce que ce qu'on a vu aussi dans nos différentes interventions, c'est qu'en fait, ça va de zéro, c'est-à-dire qu'il y a un continuum à partir du stationnement, du séjour, jusqu'à une marche rapide avec une multitude de situations intermédiaires. Et donc, il y a une richesse de la marche. Donc je n'ai pas forcément la réponse à votre question, mais je trouve que c'est un projet politique légitime de dire que dans la ville, je disais, ça va presque jusqu'à l'infini parce qu'il y a le piéton augmenté. Dans les transports publics, le piéton reste un piéton. Et il va encore plus vite, mais il reste dans un espace public. C'est-à-dire que l'opposition espace public et espace privé s'applique aussi
aux lieux mobiles. Et donc j'irai dans votre sens en disant que dans toutes les variantes du fait d'être piéton, d'être assis dans un parc à être passager d'un TGV ou même d'un avion, eh bien, c'est un droit qu'on peut considérer comme une valeur de base, un bien premier, comme dirait John Rawls, pour un programme de justice spatiale. Je vous laisse finir. On arrive à la fin du temps, donc je vous laisse tous les deux une réponse. Oui, bien sûr, on peut qu'être d'accord avec ce que vous dites. En même temps, je me souviens, j'ai participé à un séminaire en Belgique sur la question du droit à la ville, de circuler. Et à la fin du séminaire, on était tombé d'accord, après avoir analysé les différentes pratiques, les différentes recherches, etc., que le plus important, c'était maintenant cette formule liberté, égalité, mobilité. Parce que la mobilité peut contribuer à réduire les inégalités, alors que l'immobilité, l'enfermement, la relégation dans un lieu augmente ces inégalités. On a beaucoup parlé de flânerie, enfin d'expérience, de découverte, mais le fait de se déplacer comme piéton n'est pas réservé à une élite sociale dans les centres-villes piétonnisés et riches. La question, c'est d'avoir une alternative à l'automobile et de pouvoir conjuguer différents types de déplacements. Aujourd'hui, certains experts considèrent qu'on a atteint ce qu'on appelle le peak car, comme le peak oil, vous voyez, le maximum, et que, y compris en très grande couronne, y compris dans les villes de province, on a atteint un maximum de déplacements en automobile, et que le sujet, c'est de pouvoir donner aux gens la possibilité aussi de se déplacer à pied, et on se rend compte que dans plein de villes, le déplacement à pied est aussi rapide que le déplacement en voiture où on est dans des embouteillages. Donc le sujet n'est pas juste un centre-ville piéton pour élus riches ou des catégories sociales supérieures. C'est la possibilité d'avoir le choix dans ces déplacements et c'est la possibilité de ne pas subir des infrastructures telles que la voiture qui a atteint ses limites, très clairement. Alors, c'est parfait. La voiture, on aura l'occasion d'ailleurs d'en parler à une prochaine table ronde. Donc si vous avez envie de débattre de la voiture, pour le coup, il y aura une table ronde qui sera le samedi 10 novembre. Exceptionnellement, c'est un samedi, une soirée 3 en 1, mais en journée, où on parlera de la voiture. La prochaine soirée 3 en 1 qui sera jeudi 25 octobre, elle sera consacrée au vélo et on va essayer d'explorer à travers les 5 tables rondes le panel des mobilités. Là, je vais vous demander de rester avec nous pour aller déjà de remercier nos intervenants. Merci. Et je vais vous proposer de nous rendre, alors on va suivre les organisateurs et les organisatrices, puisqu'il y a une sieste électronique avec le collectif d'eau qui est prévu. Merci beaucoup encore. Nous, on est fatigués en plus. On est épuisés.